Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Nayunbe Magazine. Commençons par une observation très simple. Si vous avez la possibilité de vous installer dans un appartement avec vue sur des arbres, vous le choisissez presque toujours. Si vous pouvez partir en week-end dans une maison entourée de forêts, vous acceptez. Si vous pouvez faire une promenade dans un parc plutôt que longer une rue bétonnée, vous choisissez le parc. Et si vous n'avez aucune de ces options disponibles, vous achetez peut-être une plante verte, une seule. Parfois même une petite suffit. Mais vous la posez là, sur un bureau, sur une table, sur le rebord d'une fenêtre. Comme pour dire à votre espace, il manque quelque chose ici. Pourquoi ? Pourquoi l'être humain, dans presque toutes les cultures, dans presque toutes les époques, a cherché le vert ? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas non plus une tendance décorative. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui précède le langage, les marchés immobiliers, les retraites de bien-être et les jardineries du dimanche. Aujourd'hui, nous explorons le thème végétal, vert forêt. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler du vert comme d'une tendance. Nous n'allons pas parler du vert sauge dans les cuisines scandinaves, ni du vert comme couleur du moment. Nous allons plutôt nous demander pourquoi cette couleur fait ce qu'elle fait. Pourquoi elle calme? Pourquoi elle répare parfois? Pourquoi elle peut aussi angoisser? Car oui, le vert angoisse. Et pourquoi certains verts ne soignent pas du tout? Il faut commencer par un fait anatomique. L'œil humain perçoit plus de nuances dans le spectre de vert que dans n'importe quelle autre couleur. C'est un fait. Ce n'est pas une métaphore ni de la poésie, mais bien un fait optique. Notre système visuel possède 3 types de photorécepteurs, appelés cônes, et 2 d'entre eux sont particulièrement sensibles aux longueurs d'onde correspondant au vert et aux couleurs adjacentes telles que le jaune vert, l'olive, le vert profond. En d'autres termes, nous sommes biologiquement équipés pour voir le vert en détail. Beaucoup de détails. Beaucoup plus que pour le bleu ou le rouge. Ce n'est pas un accident de l'évolution. Nos ancêtres ont vécu dans des environnements forestiers ou herbeux pendant des centaines de milliers d'années. Voir le vert avec précision était une question de survie. Distinguer une feuille comestible d'une feuille toxique ou alors repérer un prédateur dans le feuillage tel que les serpents. Identifier une plante qui soigne, reconnaître les zones d'eau et de végétation. L'œil a donc appris à lire le vert et à décoder avec précision. Et cette capacité nous a accompagnés jusqu'ici. Nous vivons aujourd'hui dans les villes avec des appartements devant des écrans sous des néons. Mais nos yeux, eux, n'ont pas changé. Ils portent encore cette ancienne sensibilité au vert, cette aptitude à le chercher, à le reconnaître pour y trouver les informations nécessaires. Seulement, dans un environnement urbain, cette information n'arrive plus. Les yeux cherchent et ne trouvent pas. Ils lisent le béton, le métal, le plastique, le verre. Ces matières existent, mais elles ne parlent pas le même langage. Et quelque chose dans le système visuel, et au-delà du système nerveux, en prend note. Pas nécessairement de manière consciente, ni par pensée formulée, mais comme une légère tension, un léger manque. Quelque chose qui n'est pas à sa place. Voilà pourquoi nous posons une plante sur un bureau. C'est pas vraiment de la décoration. Pas seulement. Mais pour que l'œil trouve quelque chose à reconnaître. Quelque chose que ses couches ancestrales savent encore lire. Il y a dans le vert une lisibilité que les autres couleurs n'ont pas tout à fait de la même manière. Le rouge parle d'urgence, le bleu parle de distance, le blanc
parle d'absence ou de lumière, mais le vert parle de présence, de quelque chose qui pousse, quelque chose qui est là en train de vivre. Et cette information, l'œil humain la reçoit avant le cerveau conscient, avant le jugement esthétique, avant l'opinion. Il la reçoit comme un signal de présence, de vie. Et ce signal active quelque chose. Nous n'explorons pas la symbolique du vert, qui est vaste, variable et culturellement chargée. Mais ce que le vert fait réellement au corps, ce qu'il déclenche, qu'il calme et active. Mais alors, qu'est-ce que le vert fait au corps ? Il existe un concept issu de la psychologie environnementale qu'on appelle la restauration attentionnelle. L'idée est simple. Notre attention a deux modes. Le premier est volontaire, c'est l'attention que l'on mobilise pour travailler, pour se concentrer, pour écouter, pour analyser ou pour résoudre un problème. Elle est dirigée intentionnellement et elle se fatigue. Le deuxième mode est involontaire, c'est l'attention que l'on porte sans effort à quelque chose qui capte naturellement notre intérêt. Un feu de cheminée, de l'eau qui coule, un oiseau qui traverse le ciel, des feuilles qui bougent dans le vent. Ce type d'attention ne fatigue pas de la même manière, au contraire. Elle permettrait à l'attention volontaire de se reposer, de se reconstituer. Et dans la recherche sur la restauration attentionnelle, les environnements naturels, particulièrement les environnements verts, sont identifiés comme des espaces efficaces pour ce processus. Marcher dans un parc, dans une forêt, dans un jardin ne fait pas que se distraire. Cela donne au cerveau un type d'activité différent, moins coûteux, moins dirigé, moins en tension, mais cela va encore plus loin. Des chercheurs ont mesuré ce que le corps fait dans un environnement forestier. Pas seulement ce que les gens déclarent ressentir. Je me sens mieux, c'est agréable. Mais ce que les instruments enregistrent. Le rythme cardiaque, la pression artérielle, le taux de cortisol, l'hormone du stress, l'activité du système nerveux autonome. Et les résultats sont assez cohérents. Dans un environnement naturel, particulièrement forestier, ces paramètres tendent à s'abaisser. La pression sanguine diminue, la fréquence cardiaque ralentit, le cortisol baisse, le système nerveux parasympathique, qui régule le repos, la digestion, la récupération, devient plus actif. Ce phénomène a été étudié particulièrement au Japon sous le nom de Shinrin-yoku, qu'on traduit souvent en français par bain de forêt. Ça n'a rien à voir avec une métaphore New Age, c'est une pratique documentée cliniquement qui consiste à se retrouver physiquement dans un environnement forestier, à marcher lentement et à activer les sens. Vue, ouïe, odorat, toucher, sans objectif de performance. Pas de jogging, pas de randonnée chronométrée, juste être là. Et ce être là dans le vert semble produire des effets mesurables sur l'homme. Pourquoi ? Une des hypothèses tient aux phytoncides. Si vous vous demandez ce que c'est que les phytoncides, ce sont des composés chimiques volatiles que les arbres émettent. Une sorte de communication chimique végétale, comme on vous le montre dans le film Avatar. Et quand ces composés sont inhalés, ils semblent agir sur certains marqueurs immunitaires et sur le système nerveux. Pas de manière dramatique ou comme un médicament, mais de manière documentée. Les arbres diffusent quelque chose dans l'air et ce quelque chose parle au corps. C'est une idée qui dépasse largement la poésie des bois qui font du bien. C'est une interaction chimique réelle entre la forêt et l'organisme humain. Et dans cette interaction, il n'y a rien d'accidentel. Elle s'est développée pendant des millénaires d'évolution commune. Nous avons coévolué avec les plantes. Nos systèmes se reconnaissent. Donc, le vert ne calme pas seulement parce qu'il est joli. Il calme parce que le corps humain reconnaît dans cet environnement quelque chose de très ancien, quelque chose de connu, quelque chose de compatible.
et de reconnu par la mémoire cellulaire. Mais alors, nous qui avions cherché à vivre dans les villes et à façonner notre environnement pour qu'il soit loin de tout ce qui est nature et nous cantonner dans des cases carrées pour nous protéger des dangers de la nature, pourquoi ces villes nous fatiguent? Eh bien, l'être humain a passé environ 99% de son histoire dans des environnements naturels. C'est un chiffre qui mérite qu'on s'y arrête. 99%. Ça sous-entend que l'ère industrielle que nous connaissons aujourd'hui n'existe que depuis 1% du temps de l'homme. Les immeubles, les routes, les lumières artificielles, leur bruit continu sont des inventions très récentes et très récentes à l'échelle de l'évolution. Notre biologie n'a pas eu le temps de s'adapter à ces environnements. C'est l'une des explications possibles à ce que les chercheurs appellent la fatigue des environnements urbains. Une ville n'est pas seulement exigeante socialement ou professionnellement, elle est exigeante perceptuellement, en permanence. Le bruit, les mouvements, les panneaux, les écrans, les lumières, les voitures, les corps en mouvement, les informations visuelles ne cessent jamais, autant qu'un flux Internet. Tout cela demande à l'attention d'être constamment active, constamment en garde, même quand on ne s'en rend pas compte. Que nous ayons une position assise ou au repos, le système nerveux est en état d'alerte diffuse. Il ne s'agit pas forcément d'anxiété ou de peur, mais un niveau de vigilance de base, un fond de traitement continu. Et ce traitement coûte quelque chose, il coûte de l'énergie, de l'attention, de la récupération. Et dans un environnement naturel, particulièrement vert, ce fond de vigilance diminue. Pourquoi? Parce que les environnements naturels comportent des schémas perceptifs que notre système nerveux reconnaît comme sans danger. Le bruit de l'eau, les mouvements des feuilles, la variation douce de la lumière à travers les branches. Ces stimuli sont là, mais ils ne demandent pas de réponse. Ils ne signalent pas de menace. Ils ne demandent pas de décision. Ils sont là, simplement. Et notre cerveau peut les laisser passer, peut simplement ne pas s'en occuper. Et cette non-occupation est déjà une forme de repos. La ville, au contraire, génère des stimuli qui demandent constamment à être traités. Un klaxon, un signal lumineux, un mouvement brusque, une sirène. Chacun de ces éléments peut déclencher une micro-réaction dans le système nerveux. Même un aboiement de chien ou un miaulement de chat devient une alerte. Et toutes ces informations demandent un traitement, un micro-traitement, mais multiplié par des milliers de fois sur toute la journée. À la fin de la journée, quelque chose s'est dépensé. Et ce quelque chose qui n'était pas l'effort intellectuel visible, ce ne sont pas des réunions, ni des décisions, des conversations, mais quelque chose en dessous, quelque chose que le corps a fait en continu, sans qu'on le remarque. Et c'est pour cela que des gens peuvent passer une journée à ne rien faire de particulier dans une ville et rentrer chez eux épuisés. Ils n'ont pas travaillé intensément, ils ont perçu intensément. Et le verre interrompt cela. Il interrompt le cycle. Il ne supprime pas le stress de manière définitive, ce n'est pas un interrupteur, mais en offrant au système nerveux un environnement dans lequel il peut baisser la garde, même provisoirement. C'est une forme de sécurité, pas une sécurité au sens social ou économique, mais une sécurité au sens primitif, une sécurité évolutive. Le signal que l'environnement n'est pas menaçant. Et cette sécurité, dans nos biologies, a une couleur. Elle est verte. Quand il s'agit de notre environnement, le vert est vital. Mais lorsqu'on passe sur la scène, dans le monde du spectacle, que se passe-t-il quand le vert réveille nos superstitions? Eh bien, il y a une petite expérience de pensée très simple que je vous propose. Vous êtes à un carrefour, le feu passe au vert.
Vous avancez sans hésiter, parce que vert signifie c'est autorisé. Vert, vous pouvez. Vert signifie vous êtes validé. Dans notre quotidien, le vert est la couleur du feu vert, du oui, de la permission, des indicateurs positifs sur un tableau de bord, de bonnes nouvelles dans une messagerie, de projets qui avancent. Maintenant, imaginez que vous soyez comédien en France et que quelqu'un vous demande de monter sur scène en costume vert. Et c'est toute une autre histoire. Il y a de bonnes chances que vous refusiez, parce que dans le monde du théâtre français, le vert ne signifie pas que vous pouvez. Il signifie l'échec, la malédiction, la fin de l'œuvre. La même couleur a un sens exactement inverse. Cette superstition est tenace. Elle concerne les costumes, les affiches, les décors, le buste tourné. Tout ce qui touche à la production peut être soumis à cette règle non écrite. On ne fait pas de vert, ou alors on accepte d'en assumer les conséquences supposées. Mais alors d'où vient cette superstition? Est-ce qu'elle est vraiment fondée? La version la plus connue implique Molière. Et selon la légende, Molière aurait joué le 17 février 1673, sa dernière représentation du Malade imaginaire, vêtu d'un costume vert, et il serait mort sur scène. Cette histoire est malheureusement doublement fausse. La facture du costumier de Molière existe toujours. Elle est précise. Elle décrit une robe de chambre de velours amarante, une teinte violet pourpre, doublée de ratines grises avec une bordure de fourrure. Pas de vert. Quant à sa mort sur scène, elle n'a pas eu lieu non plus. Molière a fait un malaise pendant la représentation, a terminé son rôle et est décédé des heures après d'une tuberculose pulmonaire. Donc la superstition la plus célèbre du théâtre français repose sur une légende totalement inventée. Et pourtant, elle tient. Et en soi, c'est fascinant philosophiquement. La vraie origine est beaucoup plus matérielle. Au XVIe et XVIIe siècle, fabriquer du verre sur un tissu était chimiquement difficile. La teinture ne tenait pas. On peignait des vêtements à l'oxyde de cuivre, une substance toxique. Des comédiens ont été empoisonnés par leurs propres costumes. Sous les projecteurs chauds, les émanations étaient réelles. Le verre teignait le corps autant que le tissu. Puis, au XVIIIe et XIXe siècle, les théâtres ont remplacé les bougies par des lampes à chaux vive. Et la lumière de la chaux vive ne met pas en valeur le verre. Elle le rend terne, presque invisible. Les acteurs en costume vert disparaissaient visuellement sur scène. La cause chimique et technique s'est estompée. La technologie a changé, mais la mémoire collective a gardé le malaise. Et l'historien des couleurs Michel Pastoureau apporte une autre clé. Il note que dans la tradition occidentale, le vert a longtemps été associé à tout ce qui ne dure pas. L'enfance, l'amour naissant, la chance, capricieuse par nature, le hasard, le jeu, les choses qui passent. Ce n'est pas anodin. Une pièce de théâtre, c'est précisément une chose qui ne dure pas. 2 heures, 3 heures, puis le rideau tombe. La lumière revient et tout disparaît. Peut-être que le verre dans le monde du spectacle porte quelque chose de trop proche de cette vérité pour être confortable. Mais cette superstition n'est pas universelle. Et c'est là que la géographie des superstitions devient intéressante. En France, le vert est maudit. En Angleterre, le bleu est maudit. La lumière des bougies le rendait noir sur scène. Et le vert aussi.
mais pour une raison différente. Les pièces se jouaient souvent en plein air, sur de l'herbe, et les acteurs en vert se confondaient avec le décor. En Italie, c'est le violet qui porte malheur. En Espagne, c'est le jaune. La cape du torero est jaune à l'intérieur. Et cette couleur ne se révèle que quand il est encorné par le taureau. Le jaune porte donc la blessure et la mort. Et dans un monde anglophone, la malédiction la plus célèbre n'est pas une couleur, c'est un mot. Le nom d'une pièce de Shakespeare qu'on ne prononce jamais directement dans les coulisses. On dit la pièce écossaise, on dit M, on dit anything but the actual name. Prononcer le titre est censé déclencher un accident, une blessure, un désastre. Donc en gros, chaque pays a sa couleur maudite, sa superstition propre et son égrégore de scène. Ce qui nous dit quelque chose d'essentiel, la malédiction n'est pas dans la couleur. Elle est dans ce qu'une communauté, à un moment précis de son histoire, a décidé de charger dans cette couleur. Le vert n'est pas objectivement maudit. Il est maudit en France et admirable ailleurs, sacré dans certaines traditions islamiques, couleur de l'espoir en Irlande, couleur de la croissance partout dans la nature. La même couleur, d'essence radicalement différente selon le contexte, l'histoire, la communauté qui regarde. Et cela rejoint directement ce que nous avons dit plus tôt. Le vert ne fait pas ce qu'on lui prête. C'est ce qu'on lui demande de faire qui fait tout. Mais alors, pourquoi certains vers angoissent autant ? Il faut s'arrêter un peu ici et ne pas faire l'erreur de romantiser. Parce que tous les vers ne soignent pas. Et certains font le contraire. Il y a des vers qui calment et il y a des vers qui étouffent. Il y a des vers qui réparent et ceux qui emprisonnent. La forêt est verte, mais la forêt, la nuit, peut être terrifiante. Le sous-bois profond est vert, mais il peut générer de la claustrophobie, de la désorientation, une sensation d'enfermement. Un couloir d'hôpital au mur vert est vert, mais ce vert-là n'apparaît pas. Il pèse, il rétrécit, il l'institutionnalise. Un green screen dans un studio de tournage est d'un vert saturé, presque agressif. Il ne produit pas le calme. Il produit un espace de production, un vide prêt à être rempli. Certains verres sont des moisissures, d'autres sont chimiques ou alors fluorescents. Ces verres-là ne parlent pas le même langage que le verre d'une forêt de feuillus en été. Et c'est là que quelque chose d'important apparaît. Le vert n'est pas une couleur unique, c'est un spectre. Et dans ce spectre, toutes les nuances n'ont pas le même effet. Le vert que le système nerveux humain associe à la sécurité sont des vers spécifiques, des vers naturels, des vers qui se trouvent dans les feuilles, la mousse, la tige, l'herbe. Ces vers ont des textures, des variations, des imperfections. Ils ne sont pas uniformes, ils ne sont pas saturés à l'extrême, ils respirent, bougent, vieillissent. Et cette imperfection, cette variation est précisément ce que le système nerveux reconnaît comme naturel, comme réel. Un verre synthétique uniforme, fixe, sans texture, ce verre-là peut produire exactement l'effet inverse. Le cerveau reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas, quelque chose d'artificiel, quelque chose qui imite sans être. Et face à cette imitation, il reste vigilant. Il ne se pose pas, ne se repose pas et continue à traiter l'information. C'est pour cela que des espaces décorés de verre peuvent quand même être épuisants. Ce n'est pas la couleur seule qui fait l'effet,
C'est la qualité de la couleur, la texture, le mouvement, l'environnement global dans lequel elle s'inscrit. D'une culture à l'autre aussi, le vert n'a pas la même charge. Dans certaines cultures, c'est la couleur de vie et de renouveau. Dans d'autres, il peut être associé à la maladie, au poison ou à la mort. Ces associations ne sont pas données. Elles se construisent, s'apprennent, et elles modifient la manière dont un individu reçoit cette couleur. Ce que la biologie prépare, la culture et l'histoire personnelle viennent nuancer et parfois contredire. La couleur verte devient donc un objet de compréhension, un objet qui révèle quelque chose sur la relation entre le corps, la culture et l'espace. Donc en gros, tous les verts ne soignent pas. Si nous revenons à la plante posée sur le bureau, vous vous souvenez celle du début? Ce petit quelque chose presque anodin, posé du vivant, dans un espace qui n'en avait pas. Ce geste-là est peut-être plus sérieux qu'il n'y paraît. Ce n'est pas une solution à tous les maux. Une plante verte dans un bureau ne remplace pas une forêt. Elle ne réinitialise pas le système nerveux. Elle ne guérit pas un burn-out. Mais elle nous dit, ici, il y a du vivant qui pousse, qui change lentement et respire. Et cette information, même modeste, même minuscule, le corps sait la lire, parce que nous avons été formés pour cela, par des centaines de milliers d'années dans des environnements verts. Nous portons en nous cette mémoire cellulaire. Elle n'a pas disparu parce que nous vivons dans des villes. Elle attend et cherche ses signaux. Et parfois, une seule feuille suffit à lui en donner un. Mais souvenons-nous aussi de ce que nous avons dit. Certains vers étouffent, angoissent, imitent sans être. La couleur verte n'est pas une promesse automatique de calme, mais une invitation, et comme toutes les invitations, elle peut être bien reçue ou non, selon le contexte, la qualité et la personne qui porte cette invitation. Merci d'avoir écouté Nayonoué Magazine et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.